Autour de la table, donc, Isabelle Bordry. Salut Isabelle, fondatrice de Retency. Nicolas Duep. Salut Nicolas, fondateur d'Alchimie. Et Jérôme Dédéian. Salut Jérôme, fondateur, après de multiples aventures en ce moment, de Mon Partenaire Patrimoine. Oui, non, mais parce qu'il y a, en fait, c'est ce sujet. C'est-à-dire, quand tu démarres sur un sujet, quel cap pour Emmanuel Macron, si tu te dis, comment est-ce que tu sors, tu vois, du marasme, quelques fils que tu tires, tu te retrouves pas au mieux. Tu tombes généralement sur la dépense publique. Donc on va pas recommencer. Alors voilà. Donc j'ai 3 entrepreneurs là. Mais c'est vraiment une question sincère. Donc Elon Musk, machin, Tesla. Je l'ai déjà raconté 10 fois. Moi j'ai vécu la croissance de Tesla par correspondance à travers ce que me disaient les industriels de l'automobile que je connaissais intimement pour certains d'entre eux, qui visitaient les usines de Musk au tout départ. Je me souviens, je peux le citer d'ailleurs, Laurent Burel, patron de Plastic Omnium, qui revient de la première usine de Musk, qui dit « Mais qui lui a fait ça ? C'est pas possible, il va pas pouvoir sortir une bagnole !» Et arrive ce moment incroyable, je ne sais pas si vous en souvenez, où il fout tout, il s'en rend compte lui aussi, il fout tout sous une tente. Et vous avez ces photos, vous avez la ligne donc, qui avance sous une tente avec les gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons et qui ensuite, il avait mobilisé la boîte pour qu'ils aillent livrer eux-mêmes, souvenez-vous ça, les voitures. Ils avaient un problème d'engorgement de logistique, de livraison. Et donc, c'est les gars qui avaient monté la bagnole qui ensuite... Comment est-ce qu'un type qui arrive à faire ça est en train de faire n'importe quoi avec Twitter? Voilà la question. Pas vraiment en tant que stratégie d'entreprise, quoi. Voilà. Là encore, vous avez tous, je pense, suivi ça, mais le dernier épisode, c'est quand même qu'il vire. Alors peut-être pas la moitié des effectifs, c'est beaucoup, mais on va dire une masse importante d'effectifs, beaucoup trop importantes, et qui sont maintenant en train de rappeler un certain nombre de gars qui ont été virés, et on raconte que les seuls qui reviennent, c'est les immigrés. Non, les immigrés qui ont des problèmes de visa. Alors, les pas très bons, et puis l'ensemble de ceux qui ont des problèmes de visa et qui ont absolument besoin d'avoir du boulot. Isabelle, allez, je commence avec toi. Je ne suis pas sûre qu'il faille... Il récupère une société absolument incroyable, qui a un outil de pouvoir absolument incroyable. Cette société fait 5 milliards de revenus. Elle perd aujourd'hui encore beaucoup d'argent, de l'ordre de 300 millions par an. Et bien, comme tout bon entrepreneur, il veut rationaliser les choses. Donc la première chose, c'est on diminue les coûts et on augmente les revenus. Aujourd'hui, le modèle de Twitter n'existe pas vraiment. Il y a un modèle pub qui fonctionne, mais sans générer suffisamment, avec des espaces qui ne sont pas suffisamment cadrés, etc., etc. Ils veulent faire passer en freemium. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas incohérent. Aujourd'hui, mais c'est la façon de le faire, Isabelle. Oui, mais alors après... Alors, pardon de parler comme ça, mais cette brutalité, cette façon dont il s'exprime lui-même, se met en première ligne. Où je suis d'accord, le mec est en burn-out, c'est pas possible. Là où je suis d'accord, la brutalité... aux États-Unis, on le sait, tout le monde est ad nutum. Vous êtes limogé du jour au lendemain en 5 minutes. Moi-même, je dois le reconnaître, dans une société américaine, j'ai eu des comportements assez difficiles ou en tous les cas rigoureux en appliquant les méthodes américaines. OK, ils retrouvent un job le lendemain. On est dans un contexte culturel et économique qui est très différent, donc c'est difficile de juger. Mais non, mais tu fous ta boîte par terre. Moi, je pense pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le droit du travail aux États-Unis, etc. Et puis c'est des mecs qui... Mais tu mets ta boîte par terre en déstabilisant à ce point ta masse salariale et l'ensemble de ton... c'est pas sûr. On ne sait pas comment ça fonctionne. On n'en sait rien. On ne sait pas ce que font ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui s'occupent de l'architecture du site? Il y en a. Moi, ce que je lis partout, c'est qu'il y en a. Et que l'architecture de Twitter, mais ça, tu le sais mieux que moi, c'est pas non plus... Enfin, ça reste complexe, quoi. Il y a un peu de code. Oui, voilà, il y a un peu de code. Très bien. Mais je pense que Elon Musk est un très bon ingénieur et il vient de l'univers du code. C'est et vrai. Je pense qu'il doit prendre des raisons raisonnables. Moi, je pense que là où, effectivement, il y a un sujet, c'est sur le fait qu'il se mette en scène. Sur le fait qu'il a acheté un outil de pouvoir absolument incroyable, qu'il y ait des suspicions qu'il discute avec Poutine, qu'en parallèle, il se mette en scène et qu'il pousse des idées, ou en tous les cas, il valorise des idées auprès de 200 millions de personnes qui sont les utilisateurs de Twitter. Et ça, je pense que c'est un sujet. Que Dassault rachète un média,
qui soit dans le Figaro, que Bouygues rachète TF1 à notre petite échelle, ça c'est toujours. Non, je suis d'accord avec toi. Ça. Isabelle, Là, ça c'est un autre sujet dont on pourra parler après. Là, c'est vraiment la gestion de la boîte qui m'intéresse. C'est la gestion de la boîte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour déterminer s'il a tort ou pas. D'accord. Et qu'on le verra dans les 2-3 prochains trimestres, pour voir si effectivement les lignes ont bougé ou pas. D'accord. Ouais. Jérôme ? Je pense que le gars est hors norme, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est d'une certaine manière un peu fou. Il est, tu vois, on a l'impression, il donne l'impression de ne pas se contrôler. Voilà. Et c'est toujours compliqué pour un entrepreneur de voir un autre entrepreneur, alors à une échelle physique. Oui, mais ça m'intéresse, non, parce que c'est pareil quand même. Tu as l'impression qu'il dérape. Ben oui. Voilà. Et tu te dis pourtant, le mec, si tu veux, il est à la tête d'un tel empire, il a un tel pouvoir, une telle notoriété, etc., que normalement, il doit être dans le contrôle. Et donc, est-ce qu'il fait exprès ? Parce qu'en fait, il s'en fout. Parce que comme il est un peu fou, en fait, son image personnelle, tu vois, il a juste envie d'exister tellement fort. J'ai l'impression qu'il est en train de casser son entreprise, le truc qu'il a racheté. C'est ça, moi, c'est mon sujet. Est-ce qu'un entrepreneur qui a construit des histoires incroyables peut à un moment, parce que crise d'ego, peut-être pas assez d'échecs, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est absolument possible. Je pense que tu peux avoir eu beaucoup de succès retentissant plusieurs fois de suite dans ta vie d'entrepreneur, et puis pécher par excès de confiance ou tout simplement parce qu'à un moment, tu as raté un virage sur une des boîtes que tu as reprises, en l'occurrence. Voilà. Sur cette affaire de Twitter, moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut bien regarder, c'est que c'est pas comme ces autres boîtes. Cette boîte-là, elle est particulière. Pourquoi elle est particulière ? Parce que, comme Isabelle l'a très bien dit, c'est un média, en fait. Et donc, c'est un média, et finalement, son substrat, c'est nous tous. C'est une communauté mondiale de 250 millions de personnes qu'il espère faire monter à 1 milliard, c'est ça son plan, et il espère qu'il y en a pas mal qui vont payer leur abonnement, alors que payer pour les réseaux sociaux, ça s'est jamais bien passé dans l'histoire des réseaux sociaux. Quand tu veux faire payer les gens, ça marche pas. Et donc, en fait, lui, il est vraiment dans sa logique d'ingénieur, un peu comme était Steve Jobs. Il aime bien prendre un usage et puis le démonter complètement pour le simplifier à l'extrême et complètement changer le modèle et la proposition de service et l'améliorer. Bon. Il a très bien réussi à faire ça à plein d'endroits. C'est ce qu'il fait même sur The Boring Company avec ses tunneliers, etc. Il a de bonnes chances d'y arriver, quoi. Il recrute les meilleurs, les ingénieurs, etc. Twitter, c'est autre chose. C'est un réseau social, il y a une communauté mondiale, il y a des attentes de la communauté. Et donc, le traiter comme tu traiterais un objet industriel de production... Non, mais même pour un objet industriel de production, je continue à dire... Qui suis-je pour en parler ? Parce que je ne suis pas Elon Musk. Qui tu es pour en parler ? Tu es un entrepreneur. Tu es un entrepreneur qui a monté au moins 2 boîtes, du moins celles que je connais. Ouais, mais c'est pas et où tu te dis, si je vire comme ça en 3 jours, c'est pas, encore une fois, c'est pas la question de la brutalité vis-à-vis du code du travail, ça on est aux États-Unis, aucun problème. C'est sur le fonctionnement de la boîte. Mais Nicolas, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Un peu dans la technologie et les médias d'ailleurs, Nicolas. Moi, j'ai une première question sur le contexte, c'est est-ce qu'il a vraiment envie d'être là ? Parce qu'il se retrouve quand même à la tête de Twitter, mais il n'est pas... contraint et forcé. Contraint et forcé, enfin, on peut refaire toute l'histoire, mais enfin, il a quand même racheté des actions, spéculé un peu sur le titre. Derrière, il se retrouvait avec la SEC. Non, et puis pour raconter très clairement, il a fait une promesse, on va dire, il a fait une promesse d'achat. Et la justice l'oblige. Voilà, parce qu'avant, il avait un peu joué sur le titre. Au bout du bout, à acheter ce truc. Avec déjà le comportement de se mettre en scène, je vais libérer l'oiseau et ainsi de suite. Donc en fait, il a toujours joué avec sa provocation, ses marchés, etc. Donc il se retrouve, puisqu'il a essayé de sortir de sa proposition, finalement en possession d'une boîte qu'il avait envie d'acheter, mais qu'il n'a plus vraiment envie d'acheter pour avec les histoires de bots, etc. Puis entre-temps, il a peut-être compris plein d'autres choses. Enfin, on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. Mais donc, du coup, quitte à y aller, il se retrouve maintenant dos au mur. Et probablement que c'est cette situation où, dos au mur, il n'a pas vraiment été dans cette situation dans tous ses parcours professionnels. Et l'unique, tu l'as décrit avant, c'est quand avec Tesla, on lui a dit tu ne livreras pas tes voitures. Il n'a pas été non plus très tendre avec ses équipes. Les gars ont... Ouais, mais les mecs, ils sont allés, quoi. Comment ? Oui, ils y sont allés. Mais donc, c'est sa méthode. T'entraînais, tu rentres pas. Donc là, il est quand même. Attends, il est rentré dans l'entreprise avec un évier. Voilà. Donc. Mais qu'est-ce que t'envoies comme message à l'ensemble des gars qui bossent, bon ou mauvais ? Tu rentres avec un évier. Voilà. Donc après, c'est sa méthode. Sa méthode a marché sur les voitures.
pourquoi elle ne marcherait pas sur Twitter, en tous les cas pour le moment. C'est pas la même méthode avec les voitures, Nicolas. Avec les voitures, il fait corps avec son équipe. Il l'a raconté d'ailleurs. Il dort par terre. Et là, c'est les gars de Tesla qui débarquent chez Twitter. Là. Oui, mais il dort par terre. Pourquoi est-ce qu'il dort par terre? Pour montrer qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. Tu rentres pas avec un évier pour montrer je vais faire le ménage quand même. Il y a un truc, un angle qui est intéressant, c'est que le 44 milliards de dollars, son financement a été tendu. Ça, a été tendu. Il y a des investisseurs tiers, il y a un fonds américain qui a mis 800 millions de dollars quand même. Les banques sont collées. Les banques sont collées, il l'est toujours. Ouais. Et donc, en se comportant comme ça, il risque de commencer à prendre la pression de ses investisseurs. Parce que, qu'on le veuille ou non, même s'il dit le modèle publicitaire n'a pas fait ses preuves et tout, c'est 90% des revenus de la boîte. Donc, c'est 90% des 5 milliards. Et donc, pour faire pivoter un modèle, il faut quand même faire un peu attention à ne pas tarir ta source de chiffre d'affaires, sinon tu aggraves ton cas, tu tends le financement et ça peut mal se terminer. Et donc la brutalité avec laquelle il le fait a un risque à la fois sur la communauté, sur l'usage, sur nous tous, qui sommes d'une certaine manière utilisateurs, clients, appelle ça comme tu veux, ressources, matières premières vendues de Twitter, parce que c'est toujours intéressant ces modèles de réseaux sociaux. Si t'es gratuit, c'est toi le produit, ça. Premières, voilà. Donc la faire pivoter, si tu pivotes en braquant la communauté d'une part, et deuxièmement en braquant les annonceurs, qui sont quand même aujourd'hui le flux de revenus qui fait que la boîte ne perd pas trop d'argent, tu risques vraiment d'aller au sinistre. Et donc tu peux avoir c'est risqué. Isabelle ? Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Ouais, je comprends. Il a repris en main l'équipe il y a 15 jours, effectivement de manière absolument grandiloquente, événementielle, etc. Je pense qu'il a fait plusieurs fois faillite ou quasiment avec Tesla et qu'il a toujours retrouvé le bon cap. Je pense que c'est quelqu'un qui a un magnétisme, je ne l'ai jamais rencontré, mais incroyable, et qu'avec les équipes, il doit être effectivement très segmentant, mais je suis persuadée qu'il y a des excellents qui vont le suivre et qui vont faire en sorte que ça marche. Je rajoute un truc, c'est que Tesla gagne de l'argent. D'accord ? Et que donc, un entrepreneur qui a par ailleurs une affaire qui fait qu'il est à flot, voit pas la vie de la même manière que celui qui a tout à risque et qui c'est intéressant ça. Tu vois. Et tu vois là, il a encore vendu un énorme paquet d'actions Tesla. Peut-être c'est pour donner des garanties aux établissements bancaires qui lui ont demandé fais-moi un dépôt de plus parce que compte tenu du cours de bourse de Twitter et de ce qui s'est passé, ils ont appelé des garanties qui doivent être dans les contrats, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont. J'en sais rien. Hein, j'ai des conjectures, mais ce serait pas complètement idiot de penser que c'est ça. Et en fait, tu es toujours évidemment plus détendu pour entreprendre et prendre des risques inouïs quand tu sais que tu es par ailleurs sécurisé. Ouais, Cela dit, je pense que c'est un homme extrêmement libre, et notamment vis-à-vis des finances. Et qu'il a toujours essayé. Et que je ne pense pas que ce soit un homme à ne pas dormir la nuit parce qu'il pense que son projet n'est pas financé. Je pense qu'il a beaucoup de liberté. Il a fait faillite plusieurs fois. Et il s'en est remis à chaque fois. Il y a un niveau, comme le dit Jérôme, tu as un niveau de fortune quand même. C'est plus de problème. Quoi qu'il se passe. Oui, voilà. Quoi qu'il se passe, c'est le problème la des nuit, banques. C'est le problème des banques. Non, mais tu vois, et avec Tesla, vas-y, Nicolas. Effectivement le cas. Moi, je pense qu'il pour bien l'interpréter, il faut comprendre la psychologie de l'entrepreneur, parce que c'est un vrai entrepreneur. Donc, il est animé par une folie créatrice, d'innovation. Il est animé par une volonté de puissance. Mais il n'est pas guidé par juste le profit. Ah non, ça c'est clair. Donc il est parti dans un projet qui va, et quand on est l'homme le plus riche du monde, on est parti pour faire des projets qui vont au-delà des PNL, enfin, c'est que nous on les gère. Quoi. Et donc il est parti dans une idée de redonner une liberté totale à l'Internet, dans le respect des lois. Et donc ça, c'est quand même un projet complètement fou au moment où on a essayé de réguler les GAFA, que même Facebook a créé sa Cour suprême pour faire arbitrer. Donc il rentre là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais avec une proposition qui est quand même qui dérange beaucoup de gens. Et puis derrière, quand on dit on va devenir payant, c'est pas Twitter qui va devenir payant, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y avait un peu les élus. Peut-être que tu en fais partie, Stéphane, où tu as peut-être ta cocarde bleue sur Twitter. Je ne l'ai jamais demandé. Voilà. Donc, il y a ceux à qui on l'attribue, puis ceux qui la demandent. Ah non, faut la demander. Ah oui, ne crois pas que... Alors, vraiment, ne le crois pas, il faut la demander, et l'instruction était un petit peu compliquée. Bon, donc, voilà. Donc là, maintenant, il suffit. C'est comme la Légion d'honneur, on l'a pas par hasard. Maintenant, elle sera ouverte à tous, puisque ce sera $8 par mois. Absolument. Et donc tout le monde. Et en fait, la petite cocarde bleue, elle avait quand même une sorte de pouvoir d'influence, parce que tu fais partie des gens reconnus, et donc c'est des comptes auxquels on fait un peu plus attention. Donc maintenant, monsieur et madame tout le monde peuvent avoir leur cocarde bleue et peuvent devenir des super influenceurs, alors qu'ils sortent de nulle part. Tout ça, ça dérange.
Et où est-ce que ça va aller, quels vont être les effets collatéraux, on n'en sait rien. Et donc là, il rentre, quand je dis l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est que l'équilibre des médias, tu es mieux placé que moi pour le savoir, c'est quelque chose qui est assez subtil, avec des guerres d'influence dans tous les sens. Et lui débarque là-dedans en voulant imposer ses règles, et en l'occurrence, très peu de règles, puisqu'on va remettre Internet comme c'était à son origine. Et ça, moi, je trouve le projet quand même assez passionnant. Parce que je suis Il te plaît, toi? Moi, je suis un peu épris de liberté. Et en l'occurrence, je suis passionné de débat. Et je trouvais qu'à certains moments, sur pas plein de sujets, on ne débat plus parce que la doxa a dit on faut penser comme ça. Là, on peut réintroduire du débat dans le respect de la loi, parce qu'il y a quand même des règles, on ne fait pas n'importe quoi. Mais je trouve que c'est intéressant. Alors, ce sera un autre sujet, mais il y a un petit moment qu'il n'y a plus de débat sur Twitter, tu sais, Nicolas. C'est fini. Bah oui, mais là, c'est fini. Tu sais, c'est la phrase de Coluche que j'adorais dans. Alors, c'est pour moi le sketch de Coluche qui s'appelle Le journaliste est un sketch structurant, encore aujourd'hui, il date de 1980, mais encore aujourd'hui sur la vie des médias. Et à un moment, il dit on peut plus dire la vérité maintenant à la télé, il y a trop de gens qui regardent. Ouais. Et ben, Twitter, c'est la même chose. À un moment, c'était bien, tu pouvais débattre. Maintenant, il y a trop de gens qui regardent. Ah, la difficulté, c'est de se faire troller. Le débat n'est plus possible. Plus possible. En fait. Parce qu'à chaque fois, en fait, mais c'est là débattre raisonnablement n'est plus possible. Il est plus possible. C'est là où il a un rôle à jouer. Et dès que tu envoies quelque chose. Mais non. Mais dans des fonctionnalités. Bon, mais ça, c'est pas notre. Enfin, c'est un autre débat. Je sais pas si ça se rattrape. Oui, et puis je suis pas sûr que le Twitter en lui-même passionne ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. En revanche, ce que vous racontez sur le fonctionnement de l'entrepreneur est très intéressant et m'intéresse beaucoup. Après, le bonhomme a toujours été dans la provoque. Hein, et pour ça, il est vraiment hors norme. Et tu vois, immédiatement, réaction de Thierry Breton, il faudra que le Twitter respecte nos règles en Europe. Oui. Ça va pas se passer comme veut M. Musk, etc. Tu vois bien que le gars... Ce qu'il a accepté, d'ailleurs. Oui, et donc, en fait, au fond, c'est quand même un entrepreneur raisonnable avec des équipes qui vont quand même regarder de la finance, du marketing, de la com, où sont les revenus, est-ce que le modèle économique peut être transformé, etc. Mais tu as toujours l'impression qu'il est soit il joue de façon méthodique. Je ne sais pas si c'est... et moi, je pense que à ce niveau-là, c'est pas possible que ce soit pas un calcul maîtrisé. C'est ça qui est dingue. Je pense que... Voilà. Vas-y, Isabelle. Je pense que la clé, ça va être les personnes qui vont l'entourer dans les prochaines semaines. C'est-à-dire s'il a la capacité, parce qu'il n'est pas un directeur de médias, c'est pas vrai. Il l'a jamais été et on ne s'instaure pas en 48 heures directeur de médias. Donc c'est sa capacité à attirer auprès de lui une équipe qui va véritablement mettre en musique sa stratégie. Attends, parce que j'ai d'autres sujets. Oui, mais alors, parce que dans la foulée, moi j'aimerais bien aussi, Isabelle, le metaverse bashing, j'ai pas trouvé d'autre mot. C'est la façon dont depuis, 2 mois, le news flow s'est complètement inversé sur le métaverse. J'ai lu un papier passionnant dans l'Opinion. Le titre, c'est « Il doit y avoir quand même des moyens plus intelligents de perdre 800 milliards de dollars », parce que c'est ça que Zuckerberg a perdu. Comment t'expliques ça? C'est la vie de la technologie. Je rappelle que tu as dirigé Yahoo en France, que tu as baigné là-dedans pendant des années et des années. Je pense qu'il y a eu si Zuckerberg avait racheté TikTok, ou lancé TikTok, il y a 5 ou 6 ans, est-ce qu'il se serait intéressé au métaverse de la même manière? Oui, c'est ça. Je pense que tout le sujet de Facebook aujourd'hui, c'est sa capacité à se réinventer. Et donc, tout d'un coup, le métaverse est devenu pour Zuckerberg le moyen de réinventer sa structure, de réorganiser sa stratégie, etc., etc. Il a dépensé 10 milliards l'année dernière. Aujourd'hui, alors je n'y suis pas allée, je reconnais, mais on a vu beaucoup circuler l'avatar de Zuckerberg. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et à côté de ça, vous avez les jeux vidéo, qui sont absolument sublimes, en 3D, avec des décors incroyables, des scénaristes à la Hollywood, des gens qui y passent des jours, des nuits, etc. Et donc, est-ce que le choix qui a été fait en termes de relais de croissance, d'investissement, de R&D, qui a été fait à un moment donné de se dire, OK, je vais transformer Internet en 3D, parce que c'est ça le métaverse à la Facebook, est vraiment un choix judicieux? Effectivement, aujourd'hui, les gens se posent la question. Et donc, c'est plus dans, je pense, un problème de stratégie d'entreprise et en capacité d'innovation, en vision. Oui, mais là encore, Isabelle, ça n'existe pas, le métaverse. Là encore, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneur. Tu es quand même à la tête d'un truc, la moitié de la population du monde est dessus, quoi. Bon. Oui. Tu le débaptises et tu switches du jour au lendemain en disant, en fait, tout ça, on n'en a plus rien à foutre, maintenant c'est le métaverse.
T'as 2,5 milliards de personnes, je crois que c'est mensuellement, c'est ça, hein, 2,5 milliards de personnes mensuellement qui vont sur ce truc. Même chose, tu vois, c'est en stratégie d'entrepreneur où ça m'échappe. C'est là où Steve Jobs avait raison. C'est pas parce que vous avez une audience énorme que vous allez, et c'est l'enjeu dont on parlait tout à l'heure avec Elon Musk, que vous allez arriver effectivement à lui proposer de switcher tout d'un coup d'un modèle à un autre. La force de Google, qui depuis 20 ans a réussi à fidéliser des utilisateurs, c'est qu'ils ont réussi à chaque fois à trouver des propositions de valeur un petit peu plus, un petit peu mieux, un nouveau produit qui était dans la continuité. Là, il se trouve que ça ne fonctionne pas. Et ce que disait Steve Jobs, pour attirer les gens, il ne faut pas que ça soit un peu mieux. Il faut que ça soit 10 fois mieux que ce qui existe déjà. Et en l'occurrence, le métaverse à la Zuckerberg n'est pas 10 fois mieux que ce qui existe aujourd'hui, notamment dans l'univers du jeu. Nicolas. En fait, pour compléter ce que disait Isabelle, en 2020, on voyait déjà que Facebook était en train de ralentir. Les chiffres financiers continuent à monter parce qu'en fait, ils vendaient de plus en plus cher la pub grâce à la data. Mais il s'est fait rattraper par la data parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas collecter toutes les datas que tu veux sur tout le monde. Donc, l'inventaire se comprimant, tu compenses en augmenter les prix. Et puis, au bout d'un moment, les deux courbes vont repartir. Donc, on est complètement là-dedans. Alors, ça gagne encore des milliards, mais enfin, c'est les courbes. Donc, il a été pris dans une nécessité de venir raconter une histoire suivante. Ce qui est difficile à comprendre, et je comprends ta question, c'est que c'est radical par rapport à je suis dans les réseaux sociaux et je crée un monde complètement virtuel. Et en plus, ce qui est un peu dommageable... Débaptise ta boîte quand même. Et c'est qu'en fait, le monde virtuel, on a déjà fait la virée avec Second Life, donc c'est la même chose. Je te réinvente un monde virtuel. Il n'y a pas d'attente pour ce monde virtuel. Il n'y a pas de demande pour ce monde virtuel. Moi, je crois qu'il y a deux ensembles qui ont de la valeur dans le métaverse. Le premier, c'est le jeu vidéo, qui va basculer d'une façon ou d'une autre dans des trucs, mais c'est des communautés de gamers, ça se chiffre en centaines de millions de personnes, c'est pas en milliards, mais là-dedans il y a de la place. Puis la deuxième place qu'il y a, ça va être dans le e-commerce, parce que tu essaieras, tu feras des tests, etc. Donc c'est un complément pour améliorer ton taux de transformation, mais tout ça, ça va prendre du temps, et en l'occurrence, tu n'es pas prêt pour mieux acheter ta petite robe, à aller t'acheter un casque à 500 balles, pour pouvoir faire des trucs qui sont quand même dans un design plutôt proche des jeux vidéo des années, du début des années 2000. Donc en fait, il n'y a pas le hardware, il n'y a pas le software encore au niveau, et là où on est, il a fait un projet de R&D, et il en a fait sa boîte. Et c'est ça, le fameux POC. Exactement. Des grandes entreprises. Et le POC, il n'est pas démontré. Enfin, tu sais, ta boîte, on y a continué à chercher les gars, on n'y est pas encore. Et là, maintenant, il se retrouve avec une vraie problématique, c'est-à-dire qu'il a une défiance de ses salariés, qui eux-mêmes ne sont pas utilisateurs du truc, une défiance maintenant de ses investisseurs qui l'ont sabré en bourse et qui vont lui poser des problématiques de refinancement demain. Et puis, au bout d'un moment, ça va même être des problèmes de crédibilité, parce que si tu as eu de la chance finalement avec Facebook, tu l'as peut-être pas mal géré, mais maintenant, le coup de peau, tu ne vas pas l'avoir deux fois. Jérôme ? Moi, ce que j'aime derrière, c'est l'histoire de business. C'est juste l'histoire qui est infiniment répétée, des paris technologiques, parce que c'est un pari technologique au fond, pari technologique d'usage et d'usage, où tu es obligé d'y aller franchement, et là c'est à la hauteur des oligopoles ou des monopoles que constituent ces trucs-là, et donc le risque est à cette taille-là. C'est Betacam contre VHS pour les cassettes vidéo, si tu veux. Tu as deux standards avec des investissements de R&D monstrueux, puis tu n'en as qu'un qui va émerger. Et tout le monde dit aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste, mais que celui qui a émergé, la VHS, était moins bon technologiquement que le Betacam. Il y en a qu'un, il y avait de la place que pour un, et donc il y en a qui ont perdu un paquet de pognon, et puis d'autres qui ont emporté le marché. Oui, mais là, c'est pas le sujet. Là, c'est pas deux technologies émergentes. C'est j'ai la moitié de la population mondiale sur mon réseau, sur mon média, et d'une certaine manière, je leur dis. Ça n'intéresse plus. Ouais, non, mais ça, pour moi, c'est pas possible. C'est toujours la mais logique moi, homme de médias, c'est un truc de fou. C'est toujours la logique de faire pivoter ta boîte. Parce que ton sujet, c'est si tu veux que le nouvel usage que tu vas proposer soit utilisé, tu vas commencer par le faire utiliser par ta base de consommateurs existants. Or, on a l'impression qu'il repart à zéro. Mais oui. Voilà. Et donc ça, c'est incompréhensible. Ça, pour le coup, pour un entrepreneur, c'est incompréhensible. Et puis alors, il y a aussi une chose importante là depuis un an, c'est que tout le monde, tous les bons de Facebook sont partis. C'est-à-dire que, pour le coup, Zuckerberg, à la différence de Steve Jobs, peut-être d'Elon Musk, etc., il a eu une magnifique success story, magnifique.
Mais depuis, il a du mal. Une magnifique DG, Sheryl Sandberg. Une magnifique DG, Sheryl Sandberg, qui a effectivement fait en sorte que le revenu soit structuré, le produit fonctionne. Et elle est partie. Et depuis qu'elle est partie, c'est peut-être exactement ce que dit Nicolas, c'était peut-être elle. C'est-à-dire, Zuckerberg a eu évidemment l'étincelle, le truc, etc. et tout, mais c'est Sheryl Sandberg qui a fait la boîte. Les équipes partent, effectivement, et donc il y a un sujet. Zuckerberg, il y a 4 ou 5 ans, avait été repris par ses problèmes de privacy, etc. Il fallait faire autre chose, s'assurer de faire autre chose et créer un relais. Et a priori, ça marche pas. Et après, tu as une histoire de timing, parce que là, on analyse les choses, on est quelques années après, mais tu te remets 3-4 ans en arrière, tu es au bord de Facebook, tu vois le monter TikTok, le truc monte comme ça. Tu te dis, mais mon Insta et mon Facebook vont se faire retourner comme une crêpe et en 3 ans, on n'existe plus. C'est possible qu'en 3 ans, ça n'existe plus. Alors, ça s'est pas fait. Très vite. Ça s'est pas fait. Non, parce que, attends, d'un mot quand même, les structures d'âge sont très importantes dans les médias. Oui. Et les structures d'âge n'étaient absolument pas les mêmes et ne peuvent pas être les mêmes. Mais tu sais pas. À ce moment-là, tu sais pas, tu te poses un certain nombre de questions et en tous les cas, tu sais que tu es sur un volcan qui peut péter à tout moment et tu peux pas... Enfin, on spécule là, mais dans les discussions du board à ce moment-là, c'est invente-nous la suite. Soit tu rachètes TikTok, comme tu disais, Abel, soit tu nous inventes la suite. Et puis, comme tu peux pas réinventer un TikTok, ils ont essayé d'en lancer des TikTok, mais ça n'a pas marché. Ils passent sur un autre projet et tu changes. Oui, non, mais on s'est tout dit. Encore une fois, à la limite, qui teste un autre projet, aucun problème. Mais c'est ce virage à 180 degrés, on aime la voile tous les deux, l'empannage, il te fout à la baille. D'accord. Alors, quand même, il faut pas. On en parlait pour Elon Musk. Zuckerberg aussi, il est à l'abri du besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et donc le mec, il peut avoir avec son ego et sa créativité une espèce de vision qui dit que je serai le pionnier du métaverse, donc le pognon que je vais mettre là-dedans, de toute façon, il servira à l'humanité. Enfin, tu vois, il y a cet enjeu d'ego-là qui peut être satisfait chez des patrons de ce calibre-là et des entrepreneurs avec ce niveau de réussite et donc d'ego, parce qu'ils sont hors normes. Voilà. Après, là où moi je fais pas le match, c'est qu'ils ont quand même des actionnaires, des financiers, et que je comprends pas comment des actionnaires ou des financiers peuvent accepter que le mec puisse faire une sortie de route comme ça. Je crois qu'il a tous les pouvoirs. 70%. La perte de l'action Facebook, c'est 70%. Alors, donc c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Il a absolument tous les pouvoirs et jusqu'à présent, personne n'a réussi à le remercier. Si tu es investisseur et que tu lui en veux, eh ben, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Parce que ça veut dire que tu as accepté de rentrer dans la boîte, compte tenu d'une gouvernance que tu pouvais... Enfin, il fallait s'y intéresser. Non, et puis alors, c'est le jeu du capitalisme. Bien sûr. Ouais. Voilà, ça, pas de sujet avec ça. On marque une pause et on continue à parler business dans un instant.